Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour sur RCN 90.7 et aujourd'hui je suis très heureux de recevoir Amélie Battaglia. Amélie, bonjour. Bonjour. Alors, tu fais partie de l'Association nationale des sages-femmes libérales. C'est ça. Métier, c'est un bonheur ce métier. Oui. J'aime plus trop qu'on dise ça, mais oui, c'est un vrai bonheur de l'exercer. Et donc, alors, ton parcours initialement, quelle a été ta motivation déjà ? On peut pas dire que c'était une vocation. J'ai commencé par faire médecine et je voulais être médecin. Et puis en fait, j'ai pas eu le concours. Enfin, j'ai eu dentaire, j'ai eu kiné, j'ai eu sage-femme. Donc je me suis retrouvée là un petit peu en me disant allez, essaye. Tu as été écartée par le numerus clausus ? Oui, c'est ça, oui. Ah. J'étais dentiste, voilà, mais pas. On en parlera, tiens, si tu veux bien, du numerus clausus. Oui, bien sûr, pas de problème. Je suis fâché avec lui. Ah. Mais je sais pourquoi la vie m'a amenée là, donc je suis contente d'en avoir été écartée au départ. Tu es d'origine nancéenne, c'est ça ? Oui. Tu es partie là-bas tu disais donc faire tes études. Tu es partie en Bretagne, c'est ça ? Je suis partie à Rouen, oui. À Rouen, oui. D'accord, en Normandie. Alors, mes études, je les ai faites à Nancy. Nancy. Et ensuite, je suis partie remplacer à Rouen. Alors, pendant mes études, j'ai aussi fait j'ai aussi travaillé dans les Caraïbes. J'ai travaillé en Jamaïque un petit peu avant de partir. Ah, ça doit être bien là-bas. Ouais. Oui, c'était une super expérience, c'était génial. Mais les moyens, je veux dire, par rapport à ici, peut-être... c'est très américain en fait, hein. Oui. C'est le système anglo-saxon américain, donc c'est des box, il y a 10 accouchements par jour, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre. Et par rapport, par rapport à l'hygiène, par rapport aux normes sécuritaires, je veux dire, par rapport à cela, est-ce que les conditions de travail pour toi aussi ? Évidemment, c'est un pays du tiers-monde, donc ça reste des conditions, on va pas... Mais il y a quand même tout ce qu'il faut pour moi. Ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il y avait tout ce qu'il faut pour nous protéger du sida, par exemple, puisqu'on n'avait rien pour faire les sérologies des femmes. Donc, mais par contre, on avait tout ce qu'il fallait, Kazakh, toute protection. Voilà. Donc, j'ai trouvé que le système était fait pour eux, quoi. Après, effectivement, c'est beaucoup moins perfectionné que chez nous. Y a pas des échographies super perfectionnées. Souvent, d'ailleurs, les appareils à écho, ils sont dans un coin plein de poussière et personne s'en sert. Mais ça donne des professionnels très très formés sur la clinique en fait. Et donc j'ai appris beaucoup sur la clinique, sur l'observation des gens, sur mais attends, avant de regarder avec un appareil, est-ce que tu peux pas voir toi avec tes mains ou écouter ou sentir Et alors, en termes, je veux dire, est-ce qu'il y a par rapport à chez nous un recensement au niveau, si on peut dire, des accidents, des choses comme ça ? C'est-à-dire les résultats, ils sont les mêmes, différents ? Non, ils sont pas du tout les mêmes. Mais alors au niveau de la mortalité infantile, je peux pas trop dire parce que de toute façon les âges, chez nous ça doit être entre 22 et 24 semaines, hein, c'est 22 semaines maintenant, 22 semaines d'aménorrhée, donc ça fait à peu près 6 mois où on peut déclarer un enfant. Là-bas c'est pas du tout ça, c'est encore on sait même pas à quel terme elle arrive, la dame, on peut pas du tout faire ça. Il y a une chose qu'on sait à peu près, c'est le pourcentage de femmes qui ont le sida, cas séropositives porteuses, et là il y en a une femme sur 2 qui est porteuse. 50%. Ouais. C'est énorme. Elles sont pas toutes traitées, bien sûr. Ah oui. Et comment énorme, alors, là, c'est quand même alarmant, c'est dramatique. Et pour l'enfant, pour la maman, pour l'enfant, pour tout le monde. Et comment que ça se passe dans ce cas-là alors ? Alors comme je vous disais, c'est vrai qu'ils face à leurs problèmes, ils arrivent quand même à avoir des choses, puisque nous, on avait des traitements, des antirétroviraux. Donc, si la femme, elle était consciencieuse et qu'elle habitait pas dans la montagne, on arrivait à lui donner ce qu'il fallait. Et puis avant. Bon, ce qui veut dire quand même que, toute la prévention à faire en amont, elle est pas du tout faite, et voilà, il y a encore toutes les croyances du préservatif, voilà, ce qui perdure, c'est énorme, hein, voilà. C'est malheureusement à cause de ça, je pense. Hein. Oui, c'est malheureusement. Alors, d'un côté, il y a des campagnes de prévention qui sont faites, qui sont médicales par les croyances, par des choses comme ça. Là-bas, il y a des coutumes aussi locales, certainement. Il y a certaines traditions aussi locales qui font. Oui, il y a beaucoup de. C'est-à-dire que les femmes sont aussi libres que les hommes. C'est catholique, hein, la Jamaïque, donc c'est pas musulman, mais les femmes sont aussi libres que les hommes, donc voilà. Un petit peu par rapport à chez nous. Alors donc, comment se passe une journée d'une sage-femme ?
On se lève, on part au boulot. Non, on a tout l'administratif à faire après. Ouais, ça c'est après. Hein. C'est pas le matin. Non, le matin, moi, bon, après chacun s'organise comme il veut. Hein. Bon, déjà, ça dépend si on a été réveillé la nuit pour un accouchement ou pas. Alors, comment ça se passe? Tiens. Est-ce qu'il y a des urgences? Est-ce que vous êtes obligé de faire des urgences? Ou, imaginons, cette nuit, nous avons une auditrice qui est en train de nous écouter. Elle dit elle est toute oui, et cette nuit, un accouchement arrive. Il appelle sa sage-femme, elle va aux urgences, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, ça dépend des sages-femmes, hein. Donc, aujourd'hui, sur le secteur de Nancy, il y a plus personne qui fait des accouchements à domicile parce qu'on a un vrai problème d'assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne veut nous assurer. Enfin, il n'y a plus d'assurance responsabilité civile. Donc, ça veut dire que, en fait, ça veut pas dire que les patientes n'ont pas le droit d'accoucher à la maison, mais ça veut dire que nous, par contre, si les patientes portent plainte, ou si l'hôpital dans lequel on transfère porte plainte, on risque pas mal. Oui. Voilà. Et avec la NSFL, donc l'Association nationale des sages-femmes libérales, il y a déjà des actions qui ont été encourues auprès du BCT, du Bureau central de tarification des assurances, par exemple. Et ils nous ont répondu. En fait, ils évaluent nos risques et nos compétences au même titre qu'un gynécologue. Donc, ils nous demandent la même somme pour être assurés, c'est-à-dire entre 20 000 et 30 000 euros par an. Donc, c'est le revenu qu'on a, en fait. Donc, c'est impossible. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Donc, la plupart des sages-femmes qui font ça, en fait, le font sans assurance aujourd'hui. Et du coup, sur Nancy, il y en a plus. Donc, je dirais pas à une femme d'ici d'appeler sa sage-femme en cas d'accouchement dans la nuit. Mais après, ça dépend du lien qu'elle a tissé avec sa sage-femme aussi. Hein. C'est vrai que c'est très dépendant de ça, en fait. C'est très dépendant de ça. Qui se crée entre... Et puis, c'est aussi... c'est-à-dire que une sage-femme qui connaît pas une patiente, c'est pas possible d'appeler une sage-femme dans la nuit comme ça que vous connaissez pas, et voilà, juste parce que... parce qu'il y a un suivi derrière, comme tu disais. Ce qui est très important, c'est ça, je crois. C'est ça, il y a une communication qui s'établit, il y a une cohérence, et puis automatiquement, ça devient la confidente aussi, parce que ça demande quand même une grande confidence. C'est ça, ça vient une confidence, une complicité. D'ailleurs, alors je pense que dans la continuité des choses, il doit y avoir des relations qui s'instaurent dans le temps, où vous retrouvez à boire le café, voir le petit moment qui est en train de payer là. Arrive. C'est sûr que ça fait partie, pour nous, ça fait partie intégrante du soin au départ, parce que sans tisser un lien de confiance avec une femme tout court, c'est difficile de rentrer dans sa vie intime, c'est difficile de rentrer dans sa vie pour les rapports sexuels, pour la contraception, et c'est aussi difficile de rentrer dans sa vie pour la grossesse, et du coup on saisit pas, si on fait pas ça, on saisit pas vraiment le cœur du problème souvent. Donc ça demande une grande confidentialité aussi, et tu as dû en entendre des choses. Des choses, des fois, même parfois très intéressantes, très jolies, mais d'un autre côté, peut-être parfois des choses alarmantes, plus tristes, oui. Alors, est-ce que, justement, question qu'on pourrait se poser, et que nos auditeurs nous interpellent aussi, est-ce que, justement, tu es appelé parfois à intervenir pour dire, elle est dans une situation, je vais dire, dangereuse de couple, une situation difficile qui peut mettre en péril la femme, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup, on parle de la maltraitance des femmes, et donc d'être appelé, d'avoir recours aux services sociaux, d'alerter des services sociaux. Oui, bien sûr, ça doit pas être évident, ça. Alors ça se fait là encore, ça dépend du réseau professionnel qu'on a, mais moi je crois beaucoup évidemment au réseau et au fonctionnement, à communication à l'intérieur du réseau. Donc quand je me suis installée, j'ai aussi beaucoup pris contact avec la PMI, la protection maternelle et infantile, qui est donc à côté de chez moi et qui est partout en France. Et il y a des sages-femmes à l'intérieur des PMI, donc en général on passe par elles, et ensuite moi je participe aussi tous les trimestres avec la maternité qui est pas loin de chez nous. On fait des réunions PMI et on parle des situations pas complexes, je peux pas dire ça comme ça, mais critique, on va dire, ou qui demande à être alerté. Qui demande à une certaine attention, de la part des professionnels.
Alors, ça doit être un petit peu compliqué. Si tu dois avoir peut-être certaines inquiétudes, parce que aujourd'hui, quand on voit la nébuleuse de la santé, qui est en train de plus ou moins, je sais pas ton appréciation personnelle. Hein. Moi, personnellement, je dis qu'il est en train d'exploser. Hein. Là, c'est un peu par rapport à ça. Donc, manque de temps aussi, certainement, plus en plus. D'accouchement, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors c'est sûr que nous en libéral, c'est pas du tout pareil dans le sens où on choisit aussi notre rythme de travail et on choisit de passer du temps ou pas avec les gens. Donc ça c'est une grosse liberté, c'est pour ça que je pense que j'ai eu envie de travailler là, c'est parce que c'est vrai qu'à l'hôpital il y a peut-être une sorte de systématisation, les réductions d'effectifs sont assez importantes. D'ailleurs Vraiment, je trouve mes collègues super courageuses, celles qui travaillent encore dans le milieu hospitalier, parce qu'elles assument vraiment des responsabilités très très importantes et elles sont pas nombreuses du tout. Je pense que vraiment elles sont super courageuses. Et puis de l'autre côté, on nous refuse énormément ce côté maison de naissance qu'on voudrait créer. Il y a beaucoup de sages-femmes qui sont pour ce principe-là de création des maisons de naissance et d'ouverture. De ces structures qui sont dirigées par des sages-femmes et qui sont entièrement sous la responsabilité des sages-femmes. Et aujourd'hui, en France, ça n'existe pas, ça n'existe nulle part. Et vraiment, ça, c'est un problème politique. Qu'est-ce qu'on appelle une maison de naissance? Alors, une maison de naissance, c'est vraiment une maison qui est sous la responsabilité d'une sage-femme et qui emploie des sages-femmes et des auxiliaires de puériculture ou des aides donc ça veut dire que les protocoles d'accouchement dans ces structures sont établis par des sages-femmes, validés par des sages-femmes. Ça veut dire qu'il y a possibilité d'avoir un transfert bien sûr sur un lieu hospitalier plus équipé mais en même temps pas dans la même structure parce que sinon c'est plus du tout une maison de naissance. Une maison de naissance, la définition internationale est vraie, c'est une structure détachée de la structure hospitalière et qui est là vraiment pour accueillir les patientes comme si elles étaient chez elles, quoi. C'est-à-dire que c'est souvent des petits appartements, il y a très peu de médicalisation, pas de péridurale, pas d'anesthésie. Oui, tous les soins lourds ne sont pas donnés là. Non, aucun soin lourd. Mais par contre, évidemment, s'il y a un problème, il y a toujours une possibilité de transfert, il y a toujours une possibilité de réanimation sur place. Il y a les moyens techniques. Il y a les moyens techniques, mais par contre, il y a pas, l'objectif n'est pas, pour une femme qui a envie d'accoucher avec une péridurale, c'est pas du tout là qu'elle doit se diriger. Ouais. Par contre, pour toutes ces patientes qui souhaitent aujourd'hui un accompagnement plus humain et peut-être plus global aussi de leur grossesse, c'est-à-dire qu'ils souhaitent connaître leur sage-femme du début de la grossesse jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement, avoir la même ou une autre qu'elles ont rencontrée en période prénatale pour l'accouchement. C'est ça le principe des maisons de naissance. C'est un peu le trait d'union entre l'hôpital, je vais dire. C'est ça, et la maison. Et la maison personnelle. Et donc, alors, est-ce que, par rapport aux élus, par rapport à la mutualité, la sécurité sociale, par rapport à ces organismes? C'est très compliqué comme problème parce que je crois que ça a été prouvé médicalement, plusieurs études sont sorties comme quoi les maisons de naissance n'étaient pas plus à risque parce que c'était vraiment ça le problème de départ pour les Français, hein, le corps médical en tout cas, c'est plutôt de se dire la grossesse c'est quelque chose à risque et l'accouchement aussi. Alors que dans les autres pays, la définition d'une grossesse et d'un accouchement, c'est quelque chose de physiologique, qui peut avoir des risques, mais qui, au départ, est quelque chose de physiologique. Alors que chez nous, au départ, c'est à risque. Voilà. Donc déjà, on part pas du même point de vue, si vous voulez. D'accord. Donc du coup, ça veut dire que chez nous, le corps médical, clairement, tout ce qui est plutôt gynécologue, obstétricien, est assez opposé à ce principe-là. Ça change. Mais... En plus, on manque de gynéco, on manque dans les milieux hospitaliers en général. Ouais, mais justement. Donc, il devrait être content. Il devrait se dire, attends, ça va nous aider. Alors après, le problème, c'est aussi qu'une consultation non pathologique, donc d'une femme enceinte qui va bien, ça prend 5 minutes. Hein, ouais. Pour un gynéco. Eh oui. Et puis la facturation de l'acte n'est pas le même. Ah, c'est tout à fait la même que pour les autres, sauf que il peut en voir 2 fois plus. Ah non, oui, alors ça, bon, on peut parler aussi des honoraires. Alors c'est clair que combien, moitié, si vous voulez, oui, largement. C'est encore un autre problème. Au niveau de la Sécu, c'est tout bénef pour eux de favoriser les accouchements à domicile ou en plateau technique ou en maison de naissance, parce que l'accouchement d'une sage-femme c'est 312 €, hein. L'accouchement d'un médecin c'est entre 800 et 1000 €, quoi. Oui, effectivement. Hein, c'est pas pareil. Voilà.
Donc, sachant que le médecin, en général, le gynécologue arrive en fin de travail pour l'expulsion, sachant qu'en général, la sage-femme, elle est plutôt là pendant 12 heures pour aussi pendant. Alors justement, moi, je pense qu'il y a un énorme intérêt avec ces maisons de naissance. Pourquoi ? Parce que c'est l'intermédiaire entre les deux. Alors, alors est-ce que à l'esprit qui me vient, est-ce qu'on n'a pas trop aseptisé, si je peux dire, on n'a pas, comment dirais-je, endiabilisé la vision des choses en disant oh là là, une naissance, parce que c'est un bonheur, c'est naturel, c'est effectivement c'est une chose naturelle. Et par rapport à un accouchement qu'il y a, je veux dire, chez soi, à domicile, et l'accouchement, je veux dire, en milieu hospitalier, il y a peut-être un juste milieu là. Donc oui. Je crois que oui, c'est sûr qu'en France, de toute façon, on a un peu diabolisé ça. Je pense qu'effectivement, il y a un juste milieu. Ah bon. Et je crois qu'aussi, le juste milieu, c'est de rappeler quand même aux gens que, ils ont toujours le choix sur beaucoup de choses, en tout cas en matière de grossesse, d'accouchement, parce que c'est pas quelque chose de pathologique, parce que c'est physiologique, et que du coup ça les regarde quelque part, le lieu d'accouchement, le suivi de grossesse. Voilà, je pense que c'est vraiment à eux de définir où est-ce qu'ils ont envie d'être. Alors, et je pense que d'ailleurs, ça partira de... Pour une épouse, pour un couple, parce que ça implique, on en parlera aussi, ça, parce que ça implique l'homme dedans, hein, le mari, le conjoint, dedans. Donc, c'est, je veux dire, une façon d'accoucher qui concerne les deux personnes. Oui. Et en général, comment que ça se passe ? Ils se concertent en disant, nous, on veut l'accouchement à domicile, parce que on parlait tout à l'heure dans le temps, mes grands-parents, ou est-ce que c'est une volonté, on vient à un certain traditionnalisme, ou est-ce que c'est par manque de moyens, peut-être, je sais pas, ou est-ce que c'est par facilité, je sais pas. Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses, et je crois qu'il y a... c'est à la sage-femme aussi d'évaluer les raisons. C'est vrai qu'il y a des mauvaises raisons d'accoucher à domicile. Il faut savoir les dépister, je pense. Et savoir rediriger les gens aussi quand on se sent pas prêt à le faire. En général, c'est plutôt pour un confort, parce qu'ils sont bien chez eux, parce que... C'est des choses un peu bêtes, hein. Ça peut être simplement parce que on va pas imposer de vêtements, simplement parce que on va pas imposer une pièce, ou simplement parce qu'on va pas imposer de position, parce que la femme, elle pourra aller aux toilettes chez elle, parce que elle pourra avoir ses enfants près d'elle si elle en a envie, parce qu'elle pourra manger si elle en a envie. Voilà, c'est juste pour ça. C'est un retour de, je veux dire, on se rapproche plus, je veux dire, d'un accouchement naturel qui se faisait quand même auparavant. Avec une surveillance qui est quand même beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'on a quand même, quand on va à domicile, j'ai oublié de le dire, mais on a quand même des monitorings. Après, ce qu'on a pu comprendre, nous exprimer, c'est que justement, ça manque un petit peu au milieu hospitalier, ça devient un peu industriel, quoi. Oui, malheureusement. À la suivante, quoi. Après, je veux pas généraliser, hein. Je suis sûre qu'il y a des sages-femmes extraordinaires en milieu hospitalier qui prennent le temps, et que, voilà, mais c'est sûr que parfois elles sont vraiment, vraiment oppressées par ce problème de temps, de pas assez de monde. C'est ça, j'en suis persuadée, quoi. Oui, puis en plus, il y a l'effet aussi, c'est qu'on a tendance à aller aujourd'hui, c'est tout de suite l'hôpital, le réflexe. Oui. Aujourd'hui, pratiquement pour un mal de dents, on va aux urgences. Il y a cette culture-là, cette éducation, par manque d'information. Oui, sûrement. Il y a beaucoup de femmes qui me disent ça, qu'elles ont jamais entendu dire qu'elles pouvaient se faire suivre par une sage-femme. Puis il y a aussi beaucoup de patientes qui pensent qu'on n'est pas aussi qualifié, en fait. Et il y a un problème dans le fait de véhiculer la qualification de la sage-femme qui est... Voilà, alors qu'on est vraiment une profession médicale, on a vraiment toutes les qualifications qu'il faut pour s'occuper d'une grossesse physiologique, d'une jeune femme qui va bien et qui est en bonne santé, et des nourrissons qui vont bien et qui sont en bonne santé. Donc ça, je crois que c'est super important à véhiculer. Ouais, c'est la seule. S'il y avait une image de notre profession, ça serait celle-là. C'est vraiment qu'on travaille sur la physiologie. Absolument. Puis ça permet de désengorger certainement, je pense, les hôpitaux, les urgences, d'avoir une régulation, on baisse de coûts. Donc c'est que gagnant. Et d'ailleurs, je comprends pas que des organismes tels que l'ARS ou d'autres organismes encouragent à cela. Comment que ça se passe ? Parce que dans les ARS ou dans les commissions ministérielles, il y a beaucoup de médecins aussi.
On est bien. Mais il y a pas les de rivalités, les professions médicales, Alors, paramédicales. Mais je veux pas du tout, je veux pas leur taper dessus ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est sûr qu'effectivement il y a un problème. Ils défendent leur beefsteak, façon je de dire. pense, quoi, voilà. Ouais. Et ils ont des lobbies très importants qu'on n'a pas du tout. Absolument. D'ailleurs, Voilà, c'est ce que j'ai. Donc, j'ai un ouvrage qui va sortir prochainement sur les problématiques des désertifications médicales. Ouais. Je parle de ça. Il est certain, c'est pas évident, c'est vrai. Alors que, si on veut monter un pôle de santé, amis des professions médicales et paramédicales, c'est tous ensemble. Si on veut chacun dans son coin, ou monter, je veux dire, une maison de santé, ou là une maison de naissance. C'est tous ensemble, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment, il y a des choses qu'on n'apprécie pas, peut-être que, ou des, je veux dire, l'autre, même si on n'est pas trop, je veux dire, son physique plaît pas, on est obligé de faire avec. Et à un moment, il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin et arriver à créer ce collectif. Je crois que c'est possible, hein. Bien sûr. Je crois juste qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui se font pas parce qu'il n'y a pas de communication parfois qui s'installe. D'ailleurs, ça s'instaure, on l'a au milieu hospitalier aussi. Moi, je remarque, ça fait plus de 30 ans que je travaille avec le milieu hospitalier, c'est que il y a les professions médicales qui gèrent un petit peu, qui sont, je veux dire, l'âme de l'établissement, et puis après les professions paramédicales derrière qui subissent. Je crois que ça, c'est un problème français, vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un problème du système français, du système de fonctionnement français. En plus, là, actuellement, j'ai repris des études en santé publique, donc d'autant mieux, je cerne d'autant mieux ces problèmes-là de façon plus générale. Et je pense que c'est un problème du système français parce que, par exemple, il y a beaucoup de collègues suisses qui sont avec nous dans ce cursus et qui fonctionnent pas du tout de la même façon que nous au niveau hospitalier, au niveau échange entre professionnels, quoi. Ouais, je crois qu'on a beaucoup à apprendre des autres systèmes. Comment ça se passe justement en zone rurale? Comment tu ressens les choses? Comment les gens perçoivent les choses? Comment ça se passe? Je crois que ça se passe bien, en fait. Quand on communique, je crois que ça se passe bien. Ouais. Je crois que si on veut vraiment leur intérêt, si on veut que ça marche, je crois qu'il faut être cohérent et il faut travailler ensemble. Alors après, c'est clair que moi, de mon côté, par exemple, j'ai pas de pédiatre, j'ai pas de gynécologue sur place. Je vous dirais que ça me pose pas trop de problèmes parce qu'en général, je travaille avec les médecins généralistes du coup. Oui. Et du coup, je valorise vraiment aussi beaucoup leur travail parce que je pense qu'ils ont un intérêt énorme parce que vraiment c'est le lien. Ils travail les généralistes aujourd'hui. Oui. Et je pense qu'il faut vraiment leur tirer notre chapeau aussi, surtout à la campagne, parce qu'ils ont des gardes encore, parce que c'est pas toujours facile et qu'ils ont un périmètre de plus en plus large à couvrir. Je crois qu'on se rend pas toujours bien compte. Et puis il y a de moins en moins de jeunes. Alors moi c'est pareil, c'est vrai que moi pour me faire remplacer par exemple sur mon secteur, j'ai beaucoup de problèmes. Enfin là j'ai trouvé quelqu'un pour mes vacances, mais c'est pas toujours le cas. Et je pense que si vraiment il y avait une petite augmentation de nos honoraires, ça serait plus simple, il y aurait moins de désertification. Idem pour je pense s'il y avait une revalorisation de la Sécu, je pense que ça serait pareil pour les dentistes, pareil pour les médecins généralistes, pour les kinés. Bien sûr, oui, j'y pense pas, mais évidemment, il est dans le même cas, qui est obligé d'aller à domicile, qui n'a pas été revalorisé depuis je ne sais plus combien d'années. Il m'expliquait ça, c'est une folie, quoi. Mais les charges augmentent. Ça, les charges sont toujours là. C'est vrai que. Là, ça c'est sûr. Oui, je pense que c'est un problème, c'est sûr, la désertification. Pour nous, en tant que sage-femme, je dirais que ça nous concerne moins dans le sens où nous, le côté libéral, il est en train de se développer et il est en train de grandir, vraiment. Donc, nous, on est Est-ce qu'on manque justement de sages-femmes en France? Ah oui, on manque de sages-femmes en libéral. Il estime à combien? Moi, j'estime à 11 000 le nombre de médecins qu'on manque en France, malgré que l'orthidie qu'on a jamais eu. Il est vrai autant, mais... je saurais pas vous dire. Combien, la profession, il y a à peu près combien de sages-femmes? On est 20 000 sages-femmes à peu près en France. Il doit y en avoir 5 000 en libéral pour toute la France. C'est vraiment pas beaucoup. Ouais, 25%. C'est pas beaucoup. Après, en plus, il y a des concentrations dans les grosses villes, comme toutes les professions libérales, en fait. C'est-à-dire que dans le sud, par exemple, il y en a plein et il y en a trop. Oui. Et chez nous, par exemple, là, vous allez dans le nord du département, c'est la catastrophe. Il y en a pas du tout. Ces secteurs-là, c'est des secteurs complètement paupérisés. Ne parlons pas de la Meuse, d'où je viens.
Ouais. Tu as des parle contacts même pas de la Meuse. Oui, oui. Mais c'est bon, il y en a, mais il y en a pas beaucoup et c'est sûr que ça manque. Mais je pense qu'il y a aussi une peur, hein, et honnêtement, ça c'est véhiculé par les écoles de sages-femmes, une peur des filles de s'installer après l'école. Eh oui. En se disant, ça va être compliqué, il faut d'abord il faut d'abord que je me fasse une expérience à l'hôpital. Il y a tout un temps aussi où on a beaucoup valorisé le travail en hospitalier, en salle de naissance, en disant c'est là le cœur du travail de la sage-femme, c'est là qu'elle doit travailler, sinon c'est pas une bonne sage-femme. Il y a encore des sages-femmes qui véhiculent ça. C'est fou, quoi. Hein. Donc c'est triste parce que finalement, pour moi, le cœur du métier, c'est pas vraiment ça, quoi. Enfin, alors, auditrice, écoutez bien, hein, ça veut pas dire que si c'est une sage-femme qui est en profession libérale en campagne, elle ne travaille pas aussi bien qu'en milieu hospitalier. Hein. C'est important qu'on sache, qu'on puisse le dire. Hein, ça. Alors, je voulais te demander aussi, est-ce que tu ressens justement ce manque aussi de médecins? Parce qu'aujourd'hui, on manque de médecins. Là, on disait de sages-femmes, il y a un déficit. Est-ce que tu ressens le manque de médecins généralistes justement dans les campagnes? Ah bah oui, c'est clairement, parce que là, à cette heure-ci, moi, sur mon secteur, il y a, je crois, encore 7 médecins, et je pense qu'ils ont à peu près tous le même âge, c'est-à-dire autour de la soixantaine, et que il y en a pas. Enfin, c'est dur de trouver des remplaçants, et c'est pas des remplaçants qui vont rester, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de s'installer là, quoi. Ils font des remplacements et c'est tout, quoi. Super. Voilà. Eh bien, l'heure a passé, mais avec une facilité, je vais dire, fabuleuse. On arrive en fin d'émission. On se retrouve la prochaine fois. À très bientôt et merci encore pour votre attention. À bientôt.